Chapitre 1. La brume s'élève doucement sur les vallées du Japon. Le soleil, timide, effleure l'horizon, colorant le ciel de nuances pâles d'or et de rose. Le vent, discret, se glisse entre les pins, agite les hautes herbes encore humides de rosée et semble porter avec lui les murmures d'un temps ancien. Dans ce décor suspendu, une silhouette se dessine. Immobile, droite, une ombre se détache du voile du matin. Un guerrier qui attend. Il ne parle pas, il ne bouge presque pas. Pourtant, tout autour de lui paraît en équilibre, fragile, comme si sa seule présence contenait à la fois la paix et la violence, la promesse d'un combat et le silence de la méditation. Sa main repose sur le fourreau, sans empressement. Son regard se perd dans les montagnes, comme si le paysage lui-même devenait un adversaire à apprivoiser. À cette heure, nul spectateur ne l'acclame, nul ennemi ne l'affronte. Seul le souffle du vent et le cri lointain d'un corbeau accompagnent ses pensées. Mais déjà, dans l'invisible, s'entrelacent les pieds et les fils d'une histoire plus vaste que lui, car ce guerrier n'est pas un homme ordinaire. Il est le fruit d'un monde en mutation, le reflet d'une société qui cherche un nouvel ordre. Le Japon s'éveille à un temps de raffinement et de fragilité. Dans les palais de Kyoto, les nobles goûtent aux arts, à la poésie, à la musique importée de Chine. Ils s'entourent de soie, de cérémonies, et se détournent des provinces lointaines qu'ils ne comprennent plus. Alors, dans ce vide laissé par l'aristocratie, des hommes comme cette silhouette émergent. Ils ne sont pas seulement des soldats. Ils deviennent les gardiens des terres, les bras armés d'une autorité qui vacille. La brume se dissipe peu à peu. Sous les premières lueurs, on distingue les détails de son armure. Des plaques de fer laquées, reliées par des cordons de soie, légères mais résistantes. Le casque prolonge sa silhouette, couronné de formes qui rappellent autant la protection que l'intimidation. À ses pieds, le sol est encore froid, mais son pas ne tremble pas. Car au-delà de l'acier et des traditions, une autre force l'anime, une fidélité plus intime que les lois écrites, un serment invisible qui unit l'homme à son chef, le guerrier à son clan. Chaque respiration est une méditation, chaque silence est un entraînement. Le sabre, encore endormi dans son fourreau, n'est pas seulement une arme, il est le prolongement d'une pensée, d'un cheminement intérieur. Car pour survivre à la guerre, il ne suffit pas de manier le fer. Il faut apprivoiser la peur, discipliner le corps, dompter l'orgueil. L'aube avance, et avec elle se dessine le monde qui donnera naissance à toute une caste. Bientôt, ce guerrier ne sera plus seul. D'autres suivront, enfants des provinces, forgeront de leur destin. Ils formeront des clans puissants, porteront des bannières et marqueront l'histoire du Japon par leur loyauté et leur ambition. Mais en ce matin encore fragile, tout commence dans la solitude d'une silhouette face à la brume. Le silence s'épaissit, le sabre demeure au repos. Pourtant, l'honneur, invisible et intangible, pèse autant que le fer. Comme une lame suspendue dans l'air, prête à tomber ou à s'illuminer, selon le chemin que choisira celui qui le porte. Dans ce souffle suspendu entre la nuit et le jour, l'ombre du guerrier devient plus qu'un homme. Elle devient une promesse de fidélité, une promesse de puissance, une promesse d'histoire. Lorsque le soleil monte plus haut dans le ciel, le regard quitte la silhouette solitaire pour se tourner vers la capitale, là où se joue un autre théâtre. En l'an 794, un empereur choisit de déplacer son trône. L'ancienne ville, marquée par ses luttes et ses contraintes, est abandonnée pour une cité nouvelle, Heian, celle que l'on nommera plus tard Kyoto. Dans ce geste, il ne s'agit pas seulement de changer de décor.
C'est une tentative d'ordonner le monde, de dessiner un centre où le pouvoir, la culture et le sacré se rejoindraient. À Heian, tout semble construit pour refléter l'harmonie. Les avenues droites suivent la géométrie des modèles chinois. Les palais s'ornent de jardins où l'eau et la pierre se répondent comme des poèmes muets. La vie de cour se règle sur le cycle des saisons, ponctué par des cérémonies délicates, des prières bouddhiques et des fêtes raffinées. L'écriture, l'art de la calligraphie, la poésie deviennent autant d'armes de distinction que la lance ou l'épée dans d'autres lieux. Les nobles qui entourent l'empereur s'attachent à cultiver la beauté. Le choix des tissus, la grâce d'un parfum, la subtilité d'un vers suffisent à élever ou à abaisser une réputation. Dans ce monde, l'idéal est celui de l'élégance, de la maîtrise des formes, de la retenue. L'art de vivre se confond avec l'art de gouverner, et l'on croit qu'en perfectionnant les gestes du quotidien, on peut tenir l'ordre du royaume. Pourtant, sous cette surface polie, une faille s'élargit. Car pendant que la cour s'absorbe dans les plaisirs esthétiques et les rites venus de Chine, les provinces s'agitent, les montagnes, les plaines éloignées, les villages dispersés ne connaissent pas ce raffinement. Ils connaissent la kshasina, la dureté des récoltes, les menaces des clans locaux, les incursions des peuples frontaliers. Et là, loin de Kyoto, le pouvoir impérial se fait lointain, presque absent. La décision d'envoyer des gestionnaires, des administrateurs de confiance pour surveiller ces terres, semblait sage. Mais ce qui n'était au départ qu'une délégation provisoire devint un héritage durable. Ces hommes, choisis pour représenter l'autorité du trône, s'enracinèrent peu à peu. Ils acquirent des terres, recrutèrent des combattants, s'imposèrent comme protecteurs autant que collecteurs d'impôts. Dans la distance qui séparait la capitale de ces provinces, un nouvel équilibre naissait. À Heian, on chantait les louanges des fleurs de cerisier, on écrivait des récits d'amour et de mélancolie. Mais dans la poussière des campagnes, l'ordre s'établissait à travers le fer et la fidélité personnelle. Tandis que les aristocrates affinaient leur sens et perfectionnaient leurs gestes de cour, d'autres apprenaient à bander des arcs, à dresser des chevaux, à survivre aux embuscades. Ce contraste entre le raffinement du centre et la rudesse des marges n'était pas seulement une opposition géographique. Il était le signe d'un basculement, car un empire trop attaché aux apparences, trop absorbé par ses jeux esthétiques, oubliait que son autorité reposait aussi sur la force. Et dans ce vide, dans cette fragilité dissimulée derrière les voiles de soie, se préparait la naissance d'une nouvelle classe, celle qui bientôt deviendrait indispensable. Ainsi, la capitale brillait comme une fleur délicate, éclatante, mais vulnérable. Ces jardins étaient des miroirs de perfection, mais ils ne pouvaient pas repousser les assauts des provinces rebelles. Ces poètes savaient décrire la beauté d'une aube, mais aucun vers ne pouvait arrêter l'incendie d'un village. Le raffinement devenait une forteresse fragile, trop belle pour affronter la réalité brute du monde. Ce contraste, invisible peut-être pour ceux qui vivaient à Heian, était clair pour ceux qui veillaient aux frontières, car plus la cour s'élevait dans le rêve, plus le sol sous ses pieds se fissurait, et dans cette fissure, silencieusement, se glissaient les hommes qui portèrent l'armure. Au fil des générations, les palais de Heian se sont remplis de poésie et de musique, mais les campagnes se sont vidées de la présence des grands aristocrates. Les familles nobles, trop attachées aux plaisirs raffinés de la capitale, se sont éloignées de la poussière des routes et de la rudesse des champs. Les terres, pourtant source de leur richesse, ne sont plus surveillées que de loin. Les récoltes sont perçues comme des chiffres sur un registre, des biens à collecter sans jamais se salir les mains. Ce retrait, lent et presque imperceptible, a ouvert des espaces que d'autres se sont empressés d'occuper.
Dans les provinces, là où le riz pousse sous le poids des pluies et où les frontières doivent être défendues contre les pillards, de nouvelles figures se sont imposées. Ce ne sont pas des poètes ni des courtisans, mais des hommes de terre et de fer. Leur autorité n'est pas inscrite sur des rouleaux de soie, elle se mesure à la force de leurs chevaux, à la fidélité de leurs hommes et à leur capacité à protéger ou à punir. Ainsi naît un vide, non pas un silence paisible, mais une absence de direction. Les édits de Kyoto parviennent avec retard, parfois déformés, souvent ignorés. Dans ce décalage entre un centre qui rêve et une périphérie qui lutte, les familles locales gagnent en autonomie. Elles lèvent leurs propres troupes, défendent leurs propres intérêts, et peu à peu, ce qui relevait d'une délégation temporaire devient un pouvoir enraciné. Le paysan, qui jadis se tournait vers l'ombre lointaine de l'empereur, place désormais sa confiance dans un chef de clan proche, tangible, capable de protéger ses champs contre l'incendie et ses récoltes contre le pillage. L'allégeance change de visage, de l'autorité impériale abstraite vers une fidélité concrète, scellée par des liens de sang, de loyauté ou de survie. Ce glissement, à peine visible dans le raffinement des salons de Heian, est une transformation profonde. Car lorsque l'aristocratie choisit de s'élever dans le rêve, elle laisse le sol à ceux qui savent le labourer et le défendre. Les guerriers provinciaux ne portent pas encore le nom qui fera leur gloire, mais déjà ils s'affirment comme les gardiens d'un ordre nouveau. Ils connaissent les saisons, les chemins, les dangers des provinces. Ils ne citent pas les poètes de cour, mais ils savent lire les signes du ciel, prévoir une embuscade, tendre une embuscade à leur tour. Dans leurs demeures encore modestes, au milieu des champs ou des montagnes, ces chefs terriens éduquent leurs fils non pas à écrire des vers, mais à tirer à l'arc, à monter à cheval, à endurer le froid et la faim. Leur monde est celui du concret, de la résistance et de la lutte. Chaque jour peut être une bataille, chaque récolte un enjeu vital. Ce sont eux bientôt qui deviendront les pivots d'un Japon en mutation. Car à mesure que la capitale se replie sur son univers de cérémonie, les provinces se structurent autour de ces nouveaux seigneurs. Le pouvoir glisse, presque en silence, mais avec la force d'un fleuve invisible. Ce vide, laissé par l'aristocratie, n'est pas seulement une faiblesse, il est aussi une invitation. Comme la brume qui se dissipe pour révéler la silhouette d'un guerrier, l'absence d'autorité centrale révèle la possibilité d'un nouvel ordre. Et dans ce nouvel ordre, ce ne sont plus les poètes qui guideront le destin du pays, mais les hommes capables de tenir une lame et de commander des troupes. Ainsi, loin des lanternes de Kyoto, une autre lumière s'allume, plus âpre, plus tranchante, celle du fer, du sang et de la loyauté immédiate. Une lumière qui, peu à peu, dessinera les contours d'une nouvelle caste appelée à durer des siècles. Dans les provinces, le vide laissé par la noblesse ne tarde pas à se combler. Les familles qui s'y enracinent ne sont pas faites de plumes et d'encre, mais de boucliers et de terre. Elles portent encore l'ombre de l'autorité impériale, puisqu'elles collectent l'impôt et transmettent une part de leur richesse à la capitale. Mais leur véritable pouvoir ne s'exprime pas dans les registres fiscaux. Il s'affirme dans les champs qu'elles protègent, dans les vallées qu'elles surveillent, dans les routes qu'elles sécurisent. Ces familles sont à la fois seigneurs et gardiens. Leurs demeures, fortifiées de bois et de terre, ne sont pas de simples habitations. Ce sont des bastions, capables d'accueillir des paysans en cas de menace. Elles organisent donc des milices, recrutent parmi les cultivateurs les plus robustes, forment des cavaliers qui deviennent leurs messagers et leurs bras armés. Ainsi, peu à peu, le pouvoir se fait concret, incarné, visible dans chaque vallée et chaque plaine.
La fiscalité, à l'origine instrument de contrôle impérial, devient un ciment local, car celui qui protège une région se considère en droit d'en prélever les fruits. Le riz, qui nourrit autant les guerriers que les courtisans, devient une monnaie d'échange, un symbole de pouvoir. Celui qui peut stocker, distribuer ou retenir cette ressource détient une autorité plus solide que n'importe quel décret venu de Kyoto. Dans ce contexte, les liens de sang deviennent essentiels. Les familles tissent des alliances, marient leurs enfants, consolident leur territoire par des pactes autant que par des batailles. Chaque clan grandit comme un arbre, enraciné dans une terre précise, mais étendant ses branches pour s'imposer sur les alentours. Leurs armoiries, leurs emblèmes, commencent à apparaître, non pas encore comme des symboles héraldiques flamboyants, mais comme des marques d'appartenance, gravées sur les bannières ou peintes sur les armures. La loyauté, dans ce monde, se forge dans l'épreuve. Le paysan qui trouve refuge derrière les palissades d'un chef local lui doit son travail, son obéissance, parfois même sa vie. Les guerriers, eux, jurent fidélité non pas à un empereur lointain, mais à la main qui les nourrit et les arme. C'est dans ces serments directs, presque intimes, que naît la force véritable des clans. Chaque conflit, chaque affrontement avec un voisin devient l'occasion de renforcer ce lien. La victoire apporte du prestige et des terres. La défaite, si elle est surmontée, soude davantage ceux qui y survivent. Dans ces campagnes marquées par les saisons et par le sang, les hommes apprennent que leur existence n'a de sens que dans la cohésion du groupe. Être seul, c'est être vulnérable. Être lié à un clan, c'est porter une identité plus forte que soi. Ainsi se dessine un Japon nouveau, morcelé mais vivant. L'empereur demeure une figure lointaine, un symbole sacré que l'on respecte encore, mais dont l'ombre n'éclaire plus la réalité quotidienne. Les familles provinciales sont les véritables artisans de l'ordre. Elles règlent les disputes, lèvent les impôts, recrutent les troupes, décident des guerres et des alliances. Leur pouvoir est discret aux yeux de la cour, mais immense pour ceux qui vivent sous leur protection. Ce mouvement n'est pas brutal. Il s'installe comme la croissance lente d'une forêt. Chaque génération ajoute une pierre, un souvenir, une victoire, et bientôt, les clans sont là, puissants, enracinés, porteurs d'un monde qui ne doit plus rien au raffinement des salons de Kyoto. Dans la clarté du soir, quand la fumée des foyers s'élève au-dessus des villages, un regard attentif distingue déjà les signes de cette transformation. Les familles ne sont plus seulement des propriétaires. Elles sont devenues les gardiennes de la vie et de la mort, de la richesse et de la survie. Dans leur ombre, les guerriers se forment, apprennent à se battre, à servir, à mourir si nécessaire. Et de ce terreau, lentement, germe l'esprit d'une caste appelée à marquer le destin du pays. Au nord de l'archipel, là où les montagnes se brisent contre la mer et où les forêts s'étendent à perte de vue, s'élevait une frontière difficile à franchir. C'était la terre des Emishi, peuple indompté qui refusait de plier devant l'autorité impériale. Pour les provinces centrales, leur existence représentait un défi constant, une blessure ouverte à la marge du pouvoir. Pour les guerriers qui s'y aventuraient, elle était une école de survie et d'endurance. Les Emishi ne combattaient pas comme les armées disciplinées des chroniques chinoises. Leur guerre était celle de l'ombre et de la vitesse. Ils apparaissaient sans prévenir, arcs bandés, puis disparaissaient dans la densité des arbres ou derrière les collines. Chaque chemin, chaque rivière, pouvait devenir une embuscade. L'ennemi ne se laissait pas enfermer dans une bataille rangée. Il se dérobait, frappait et s'évanouissait. Pour lutter contre eux, les guerriers venus du sud durent apprendre à se transformer. Les lourdes formations de fantassins, héritées d'un passé bureaucratique, ne servaient à rien dans ces terres sauvages. Ce qu'il fallait,
c'étaient des hommes capables de se déplacer vite, de suivre une piste dans la brume, de chevaucher sans relâche sur des terrains escarpés. Ce qu'il fallait, c'étaient des archers à cheval, des combattants solitaires, mais reliés par une même loyauté. Dans ces campagnes éprouvantes, l'art de la guerre prit un visage nouveau. Le cheval devint l'allié indispensable, non pas simple monture, mais prolongement du corps du guerrier. L'arc, souple et puissant, devint l'arme de prédilection, capable de frapper de loin et de percer les armures. Les hommes s'entraînaient à tirer en pleine course, à guider leur monture avec les genoux pour garder les mains libres. Chaque flèche décochée n'était pas seulement un geste martial, mais une affirmation de survie. Le climat forgeait aussi les âmes. Les hivers rudes, les pluies battantes, les forêts impénétrables rappelaient aux combattants que la nature elle-même était un adversaire. Survivre à une campagne au nord signifiait revenir changé, plus dur, plus résolu. Dans ces conditions extrêmes, la discipline imposée par une cour distante perdait tout sens. Seule comptait la fidélité à son chef, à l'homme dont la voix portait dans la tempête et qui partageait les mêmes dangers. Peu à peu, une nouvelle éthique prit racine. La gloire n'était plus dans les cérémonies, ni dans les poèmes des nobles. Elle se trouvait dans la capacité à frapper juste, à protéger ses compagnons, à revenir vivant d'une bataille où tout semblait perdu. L'honneur se mesurait dans la précision d'un tir, dans le courage de rester à découvert quand d'autres se dispersaient. Et dans ce creuset de sang et de silence, l'idée d'un guerrier différent se cristallisait. Les provinces de l'Est et du Nord commencèrent à être marquées par cette culture. Des chefs émergèrent, entourés de bandes d'hommes qui leur devaient tout. Ces guerriers partageaient la fatigue, le froid, la peur des embuscades. Ils ne formaient pas seulement des armées temporaires, mais des fraternités soudées, où la loyauté valait plus que les titres. C'est dans cette camaraderie forgée par le danger que s'esquissait la véritable identité du samouraï. Les campagnes contre les Emishi durèrent des générations. Certaines se conclurent par des victoires éclatantes, d'autres par des défaites humiliantes. Mais dans toutes, les guerriers japonais apprirent à affûter leur art. L'ennemi, farouche et insaisissable, leur enseignait la patience, la mobilité, le sens du terrain. Et lorsqu'enfin ces terres furent intégrées, ce n'était pas seulement une conquête géographique. C'était une transformation intérieure, une mutation militaire et spirituelle. Ce qui naquit au nord n'était pas encore une caste au sens plein, mais déjà une tradition. Le sabre n'était pas encore la lame sacrée qu'il deviendrait, mais le cheval et l'arc avaient trouvé leur place comme emblème d'une nouvelle manière de combattre. Les plaines et les montagnes de l'extrême Honshu avaient donné au Japon autre chose qu'un territoire élargi. Elles avaient donné un idéal guerrier, façonné par le vent, par le froid et par le sang. Et lorsque ces hommes redescendirent vers le sud, ils ne rapportaient en pas seulement des victoires. Ils portaient en eux une manière de vivre et de mourir qui allait s'enraciner dans les siècles. Une manière de se tenir dans la bataille, droite et silencieuse, l'arc tendu comme une promesse et le cheval comme compagnon fidèle. Dans le souffle de ces campagnes du Nord, c'était déjà l'esprit du samouraï qui se dessinait. Il y a dans la fidélité des guerriers de province quelque chose qui échappe aux lois écrites et aux édits venus de la capitale. Dans les vallées et les forteresses de bois, la voix de l'empereur ne résonne plus que comme un écho lointain. L'autorité impériale, vénérable mais fragile, se perd dans le raffinement des cérémonies et la distance des palais. Ici, dans la poussière des routes et sous les cris des batailles, une autre force s'impose, celle du lien direct entre l'homme et son chef. La loyauté n'est pas donnée à une institution abstraite, mais à un visage, à une présence. Le guerrier ne combat pas pour un trône qu'il n'a jamais vu, mais pour celui qui partage ses repas, qui veille sur ses terres.
qui le conduit dans la mêlée. Ce lien est plus intime, plus viscéral. Il n'est pas écrit dans les registres, il se grave dans les cœurs, dans le sang versé côte à côte, dans les victoires partagées et les défaites endurées. Ainsi naît un fil invisible, plus solide que l'or, plus tenace que la peur. Ce fil unit un homme à son chef comme le cheval à son cavalier, comme l'arc à sa corde. Ce n'est pas seulement l'obéissance qui s'exprime, mais une confiance absolue. Le guerrier sait que son destin est lié à celui qu'il sert, et ce serment silencieux vaut plus que les promesses faites devant les autels impériaux. Dans ce glissement discret s'annonce une transformation profonde. La hiérarchie des provinces se redessine. Le pouvoir n'appartient plus uniquement aux héritiers de lignées lointaines, mais à ceux qui savent inspirer la dévotion, protéger leurs terres et distribuer récompenses et terres à ceux qui les suivent. La fidélité devient un pacte d'homme à homme, scellé par la guerre et par la mémoire. Cette loyauté, cependant, n'est pas aveugle. Elle exige un échange. Le chef doit nourrir ses guerriers, les honorer, leur offrir un avenir. En retour, ils donneront leur vie. Ce contrat tacite n'est pas proclamé, mais il s'impose avec une force implacable. Il sera la source de récits, de chants et de légendes qui traverseront les siècles. Peu à peu, dans le silence des camps, dans la méditation des nuits passées sous les étoiles, les guerriers commencent à ressentir que leur vie ne leur appartient pas tout à fait. Elle est placée dans les mains d'un autre. Mourir pour son chef n'est pas une perte, mais une manière de s'accomplir, de donner un sens à son existence. Ce sentiment, encore diffus, se tisse peu à peu en un code invisible, non écrit, mais reconnu de tous. Dans ce code en gestation, la valeur ne se mesure pas à la richesse ni au rang, mais à la fidélité. Le guerrier peut perdre sa terre, ses armes, sa liberté même, mais tant qu'il conserve sa loyauté, il conserve son honneur. L'inverse est vrai. Trahir son chef, tourner le dos au serment donné, c'est se condamner à une honte plus lourde que la mort. Ainsi, dans les provinces lointaines, loin du regard des nobles raffinés, s'élabore une nouvelle éthique. Elle ne se proclame pas encore comme une loi sacrée, mais elle imprègne les gestes, les paroles, les regards échangés entre guerriers. Elle grandit dans le tumulte des batailles et dans le silence qui les suit. Ce qui se joue alors est plus qu'un simple changement militaire. C'est une révolution intérieure. L'empereur demeure vénéré comme figure céleste, comme symbole, mais dans le cœur des combattants, un autre soleil brille, celui de leur seigneur immédiat, de leur clan, de leur chef. Et dans cette fidélité resserrée, exclusive, se trouvent les germes d'un futur code d'honneur qui, des siècles plus tard, portera un nom et deviendra la colonne vertébrale d'une civilisation guerrière. Car ce fil invisible, tissé de sang, de respect et de sacrifice, ne se rompra pas. Il survivra aux révoltes, aux guerres civiles, aux chutes des clans. Il traversera les âges, comme une voix discrète qui murmure au cœur des combattants. Reste fidèle, et ton nom vivra au-delà de ta mort. Sous le ciel changeant du Japon, deux noms commencent à résonner comme des échos destinés à se rejoindre dans un fracas inévitable. Dans les vallées et sur les routes poussiéreuses, les clans locaux s'affirment déjà, mais deux d'entre eux s'élèvent au-dessus des autres. Ils portent chacun une mémoire prestigieuse, une ambition qui dépasse les provinces, une volonté d'inscrire leur bannière au cœur même de l'Empire. Leurs noms sont Minamoto et Taira. Nés tous deux d'anciennes branches de la lignée impériale, ils gardent dans leur sang un éclat de sacralité. Mais ce qui les distingue des nobles repliés dans les palais de Heian, c'est leur choix de vivre dans la poussière et le fer. Ils ne sont pas des princes de cour, mais des seigneurs de guerre.
Leur autorité ne se mesure pas à la délicatesse d'un poème ou à la finesse d'un parfum, mais à la puissance de leurs chevaux, au nombre de leurs hommes, et à la peur ou au respect qu'ils inspirent dans les campagnes. Les Minamoto, souvent liés aux régions de l'Est, grandissent dans un environnement rude. Leurs guerriers portent l'endurance des plaines et des montagnes, forgés par des terres où chaque récolte est incertaine. Ils apprennent à chevaucher sans relâche, à tirer à l'arc dans la tourmente du vent, à tenir contre les pillards et les rébellions. Leur nom devient synonyme de discipline, de rigueur, de fidélité tenace. Dans leur bannière se lit déjà une volonté de durer, comme une pierre immobile au milieu du torrent. Face à eux, les Taïras s'imposent dans les provinces proches de la mer intérieure et jusque dans la capitale. Ils savent se tenir à la cour, se mêler au raffinement de Kyoto tout en gardant dans leur demeure l'odeur du cuir, du bois et du métal. Leur puissance vient autant de leur proximité avec les palais impériaux que de leur maîtrise militaire. Ils incarnent l'élégance guerrière, capable de manier l'épée et le verre, le protocole et la bataille. Leur ascension est rapide, presque fulgurante, comme une flamme qui s'élève dans le ciel nocturne. Entre ces deux forces, un équilibre fragile s'installe. Chacun sait que l'autre est son miroir inversé. Les Minamoto s'appuient sur la solidité des provinces, sur la fidélité tissée dans la poussière des routes. Les Taira puisent leur force dans les faveurs de la capitale, dans les titres, les alliances et le prestige de l'aristocratie. Mais derrière ces différences, tous deux partagent la même fin: transformer leur puissance régionale en pouvoir central, s'approcher du trône, devenir les maîtres non pas d'un territoire mais d'un empire. Dans les temples et les sanctuaires, les moines murmurent que cette rivalité est inévitable, comme si les astres eux-mêmes avaient tracé leur route vers l'affrontement. Les paysans, eux, ne voient que Lent, que le déploiement des bannières, le passage des cavaliers, la montée des impôts et l'ombre des forteresses. Mais même dans leur silence, ils sentent qu'une ère nouvelle approche, que les guerres locales vont céder la place à des luttes d'une autre ampleur. Les Minamoto avancent avec patience, consolidant leurs terres, étendant leur influence par la force et la persévérance. Les Taïras avancent avec éclat, gravissant les marches du pouvoir impérial, occupant des charges prestigieuses, s'asseyant à la table des nobles. Deux manières d'exister, deux manières de régner. Pourtant, les chemins qu'ils empruntent convergent vers le même horizon, la volonté de diriger le Japon. Cette rivalité n'est pas encore une guerre totale, mais déjà elle imprime ses marques dans les mémoires. Chaque victoire, chaque alliance, chaque mariage est observé comme un présage. Chaque affrontement mineur devient un prélude, chaque geste de cour une provocation. Dans les récits que l'on chuchote au coin du feu, on commence à parler d'eux comme des étoiles jumelles prêtes à s'entrechoquer. Et lorsque le silence tombe sur les vallées, lorsque les guerriers rangent leurs arcs et ferment les portes des forteresses, une question demeure suspendue dans l'air. Lequel de ces deux clans, Minamoto ou Taira, portera demain la bannière du pouvoir suprême? La réponse n'est pas encore donnée, mais déjà, dans l'invisible, les fils du destin se nouent. Car dans l'histoire du Japon, il est des noms qui ne peuvent coexister qu'un temps. Et lorsque deux flammes s'élèvent trop haut dans la nuit, l'une finit toujours par consumer l'autre. La capitale, jadis berceau du raffinement et de l'harmonie, découvre peu à peu le goût amer du chaos. Kyoto, fleur délicate plantée au cœur de l'archipel, se voit entraînée dans les tempêtes qui grondent depuis les provinces. Les rivalités de clans, longtemps confinées aux vallées et aux routes de campagne, atteignent les portes des palais.
Ce qui se jouait à distance, dans la poussière des champs de bataille, vient désormais troubler les jardins de pierre et les salles parfumées d'encens. La ville n'est plus seulement un théâtre de poésie et de fêtes saisonnières. Elle devient un champ de lutte où les intrigues politiques se mêlent aux armes. Les Minamoto et les Taira, portés par leurs ambitions, ne se contentent plus de leur domaine. Ils font irruption dans le sanctuaire même du pouvoir, comme si la beauté fragile de Kyoto pouvait devenir leur trophée. Mais ce qu'ils apportent, ce ne sont pas les vers des calligraphes, ni les soieries de la cour. Ce sont les sabres, les arcs, les flammes. Les premières guerres civiles éclatent comme des orages d'été, soudains et violents. Dans les rues de la capitale, les cris remplacent les chants, les sabots résonnent plus fort que les cithars. Les palais, jadis gardiens des rituels, deviennent des forteresses fragiles que l'on assiège ou que l'on incendie. Le feu lèche les poutres peintes, dévore les tentures précieuses, transforme en cendres les symboles d'un monde qui croyait pouvoir se protéger derrière l'élégance. Dans ces nuits d'incendie, la noblesse assiste, impuissante, à l'effondrement de son univers. Les aristocrates, habitués aux concours de poésie et aux intrigues de cour, n'ont ni les armes ni le courage pour défendre leurs murs. Ils regardent les flammes déchirer le ciel, entendent les sabres s'entrechoquer, mais leur pouvoir se dissout dans la fumée. Les décisions qu'ils prennent semblent déjà dérisoires, balayées par la brutalité des événements. Ce qu'ils pensaient éternel, l'ordre raffiné de Heian, se révèle fragile comme du papier de riz. Pour les guerriers, au contraire, Kyoto devient un théâtre de gloire et de terreur. Entrer dans la capitale, c'est affirmer sa puissance devant l'empire tout entier. Chaque incendie n'est pas seulement une destruction, mais une proclamation. Désormais, ce sont les armes, et non plus les pinceaux, qui décident du destin du pays. Les flammes qui embrasent les palais éclairent aussi un basculement irréversible. Dans les rues étroites, les habitants tremblent. Ils se cachent derrière des cloisons de bois, entendent les combats comme un tonnerre trop proche. Les cris des blessés se mêlent au crépitement des toits qui s'effondrent. Kyoto, joyau construit pour refléter l'ordre céleste, devient le miroir d'une humanité livrée à ses contradictions. Beauté et violence, fidélité et trahison, silence et fracas. Les temples eux-mêmes ne sont pas épargnés. Certains deviennent refuges, d'autres cibles. Les moines prient, mais leurs cloches résonnent au milieu des cris, incapables d'apaiser la fureur des hommes. La capitale, autrefois protégée par ses rites et ses prières, semble abandonnée aux flammes d'un destin plus fort que ses chants. Et pourtant, au cœur de ce chaos, une vérité nouvelle s'impose. La noblesse comprend qu'elle n'est plus maîtresse du jeu. Elle peut écrire des édits, multiplier les cérémonies, rappeler la sacralité de l'empereur, mais tout cela glisse comme de l'eau sur la pierre. Le vrai pouvoir s'exprime désormais dans la capacité de lever des troupes, de contrôler les routes, d'allumer ou d'éteindre les flammes. Ce basculement, brutal, marque la fin d'une illusion millénaire. Quand l'aube se lève sur les ruines, la capitale respire une odeur de bois brûlé et de cendres encore tièdes. Les jardins ne chantent plus, les étangs reflètent les silhouettes déformées par la fumée. Mais au milieu de ces vestiges, les guerriers dressent leurs bannières. Pour eux, chaque victoire est une marche vers le sommet. Pour les nobles, chaque défaite est un rappel que leur monde s'éteint. Le feu de Kyoto n'est pas seulement une catastrophe ponctuelle. Il est le signe d'un passage, une frontière franchie entre deux âges. L'ancien ordre, fait de soie, de parfum et de poésie, s'effondre dans les flammes. Un autre, né du poussiéreux, du fer et du sang, s'impose à sa place. Et dans le silence qui suit les combats, chacun sait que la capitale ne sera plus seulement la cité des poètes, elle est devenue le témoin d'un pouvoir arraché par les armes. Dans le tumulte des guerres, une transformation silencieuse s'opère.
Elle ne se joue pas seulement dans les palais incendiés ou les rivalités de clans, mais dans les mains des guerriers. Car chaque époque forge ses armes comme elle forge ses valeurs. Le Japon des siècles de troubles invente peu à peu une esthétique guerrière qui devient un langage, une manière de se tenir au monde. L'arc est d'abord le véritable seigneur des batailles. Haut, asymétrique, fait de bois et de bambou, il paraît disproportionné, mais devient dans la main du cavalier prolongement du souffle. Le guerrier, guidant sa monture avec ses jambes, décoche des flèches rapides et précises. Dans la poussière ou les forêts du Nord, c'est lui qui frappe de loin avant que les sabres ne s'entrecochent. Plus qu'une arme, l'arc est un exercice d'équilibre. Tension de la corde et maîtrise de soi, patience et vitesse. Autour de cette arme, les armures se transforment. Le yoroi, ensemble de plaques de fer laquées reliées par des cordons de soie, allie solidité et souplesse. Résistant aux traits ennemis, il permet de tirer, chevaucher, manœuvrer. Chaque yoroi est œuvre d'art autant qu'outil de survie. Motifs colorés, surface brillante. Le guerrier, enveloppé de fer et de soie, devient une silhouette imposante, presque surnaturelle. Sa seule apparence peut terrifier l'adversaire. Le kabuto, casque protecteur, est aussi emblème. Sculpté, orné de cornes, de crêtes ou de symboles, transforme le combattant en figure mythique. Certains y voient la prolongation d'un animal protecteur, d'autres l'esprit du clan. Dans la clarté du matin ou la lueur d'un incendie, le kabuto dessine une silhouette inoubliable. Le champ de bataille devient théâtre. Chaque armure, chaque casque raconte une histoire. Pourtant, une autre arme se prépare, le sabre. Encore secondaire face à l'arc, il n'a pas conquis la place qu'il occupera dans l'imaginaire. Mais dans les forges, une âme se façonne. Le métal est choiffé, martelé, refroidi, comme si l'on cherchait à révéler un esprit contenu dans le fer. Le sabre au fil recourbé incarne un rapport intime entre l'homme et sa lame. Dans son éclat, certains perçoivent un miroir de l'âme. Il n'est pas seulement outil de mort, mais voie à incarner, prolongement de l'être. Déjà, il concentre autour de lui une aura particulière. Ainsi, les champs de bataille du Japon ancien ne sont pas seulement lieux de violence, mais espaces de création. Chaque arme, chaque armure témoigne d'un dialogue entre nécessité et beauté, efficacité et symbole. Les guerriers ne se contentent pas de survivre, ils veulent impressionner, incarner, transmettre. Leurs équipements sont des marques d'identité, des fragments de rêve forgés dans le métal. À mesure que s'étendent les guerres civiles, armes et armures se perfectionnent et se chargent de sens. Elles racontent la transformation d'un peuple qui, dans la douleur, invente une nouvelle manière de vivre et de mourir. L'arc qui siffle dans la nuit, le kabuto qui scintille dans la fumée, le yoroi qui protège comme une seconde peau, le sabre qui attend son heure, tous portent la promesse d'une caste destinée à durer. Et dans le silence qui suit les combats, quand les guerriers posent leurs casques et rangent leurs lames, une impression demeure. Les flammes s'éteignent, les cendres retombent, mais le crépuscule laisse entrevoir une lumière nouvelle, une lumière façonnée par le fer et la soie, par l'art et la guerre, par la volonté des hommes de donner à leurs armes une âme éternelle. Dans un Japon en proie aux flammes et aux rivalités, certains lieux offrent une respiration différente. Les temples bouddhistes et sanctuaires shinto. Dissimulés dans les vallées, au sommet des collines ou au cœur des forêts, ils proposent aux guerriers autre chose que le sang et la poussière des batailles. Sous les toits recourbés et les lanternes de pierre s'élève une voix non pas du tumulte, mais du sacré. Les guerriers ne sont pas seulement façonnés par l'entraînement et le fer, ils le sont aussi par les récits, prières et enseignements des religieux. Les moines bouddhistes accueillent dans leur monastère des novices, des pèlerins, mais aussi des enfants de familles guerrières. On leur apprend à lire, écrire, méditer.
et percevoir dans le silence la fragilité de la vie. Dans les salles parfumées d'encens, les jeunes découvrent que chaque souffle peut être le dernier. La mort n'est jamais loin, mais elle n'est pas à craindre. Cette conscience nourrit lentement le courage. Le Shinto, lui, ancre le guerrier dans la terre et les forces invisibles de la nature et des ancêtres. Les sanctuaires, souvent modestes, gardés de vieux arbres ou par des torii dressés comme des seuils, enseignent que chaque geste est une offrande au kami. Combat, victoire, défaite, tout s'inscrit dans une harmonie plus vaste. Le guerrier apprend à se sentir lié aux rivières, montagnes, vents, et voit dans le monde une continuité de son être. De cette communion naît à la fois humilité et force, une assurance tranquille face à l'incertitude. Mais les lieux sacrés ne se limitent pas à l'enseignement. Parfois, ils deviennent acteurs. Les grands temples bouddhistes, riches et puissants, lèvent leur propre milice de moines soldats, prêts à défendre terres et privilèges. L'image du moine pacifique se double alors de celle du combattant cuirassé, brandissant la hallebarde avec la même ferveur que le sutra. Ainsi, le religieux lui-même ne reste pas à l'écart des luttes. Temples et sanctuaires sont à la fois refuges et forteresses, lieux de paix et champs de pouvoir. Au-delà de ces contradictions, l'influence spirituelle demeure profonde. Le bouddhisme enseigne aux guerriers à se détacher de l'illusion. Gloire, richesse, titres sont passagers, voués à se dissoudre comme rosée au soleil. Cette vérité ne l'affaiblit pas, mais le rend plus déterminé. Si tout est éphémère, l'instant du combat peut être embrassé sans peur. Mourir n'est pas une défaite, mais une étape dans le cycle des renaissances. Vivre n'est pas possession, mais offrande. Le Shinto nourrit une autre dimension, loyauté et lien. Honorer ses ancêtres, protéger ses terres, servir son Seigneur ne sont pas simplement des devoirs, mais des actes sacrés inscrits dans une continuité qui dépasse l'individu. Dans le bruissement des forêts et la lumière des sanctuaires, le guerrier trouve une raison d'agir plus vaste que lui-même. Ainsi, temples et sanctuaires deviennent des repères. On y revient après la bataille pour purifier son esprit, laver le sang invisible qui pèse sur l'âme. On y demande protection avant de partir, on y dépose une prière pour le retour. Ils permettent de réconcilier la violence des hommes avec l'ordre plus vaste des cieux et de la nature. Dans le Japon des guerres civiles, la voix des temples n'efface pas le fracas des armes, mais l'accompagne et le transforme en chemin intérieur. Le guerrier qui écoute les moines et franchit les torii ne devient pas seulement un combattant plus endurant, il devient un homme capable de voir dans son destin la trace d'un ordre invisible. Et c'est peut-être cela sa plus grande force. Savoir que derrière chaque coup de sabre ou flèche lancée, il existe un souffle plus vaste, une paix silencieuse qui l'attend au-delà du tumulte. Dans l'écho des clenches et le murmure des arbres sacrés, les guerriers trouvent le courage de vivre et de mourir. Entre rigueur bouddhiste et ferveur shinto, ils comprennent que leur chemin n'est pas seulement lutte pour le pouvoir, mais quête intérieure. Lorsque la brume recouvre les temples au matin, cette voix semble encore résonner, douce et immuable, en milieu même du chaos des hommes. Dans la mémoire du Japon, la guerre de Ganpei se détache comme une cicatrice profonde. Elle ne fut pas seulement un affrontement de clans, mais une lutte presque cosmique, où deux lignées issues du même sang impérial s'anéantirent, Taira et Minamoto, étoiles jumelles promises à l'affrontement. Les Taira, à l'apogée de leur gloire, dominaient la cour de Kyoto. Alliances, mariages et armes leur donnaient une puissance inégalée. Leur nom incarnait faste et raffinement, mais derrière cette force se cachait une fragilité. Plus une flamme s'élève, plus son ombre s'étend. Déjà, jalousie et rancune couvaient chez leurs rivaux.
Les Minamoto, eux, avaient connu l'exil, la dispersion, les humiliations. Certains enfants furent exécutés, d'autres envoyés dans les monastères, d'autres encore relégués dans l'ombre. Mais dans ce silence, un feu couvait. L'exil devint une école de patience, une attente tendue vers l'heure de la revanche. Quand l'étincelle jaillit, le pays tout entier fut embrasé. Des batailles se succédèrent, dans les vallées, sur les rivières, aux portes même de la capitale. Guerriers chevauchant dans la poussière, bannières claquant au vent, sabres et flèches s'entrechoquant, chaque combat semblait incarner la lutte d'un ordre qui s'éteint contre un autre qui s'annonce. Confiants, les Taïras se replièrent vers l'ouest, emportant l'empereur enfant qu'ils protégeaient. Ils croyaient encore à l'invincibilité que leur donnait leur proximité avec le trône. Mais loin de Kyoto, leur prestige paraissait moins solide. Chaque pas vers l'exil sonnait comme un aveu de faiblesse. Les Minamoto, eux, revenaient avec une force nouvelle, rassemblant les provinces, s'appuyant sur la fidélité forgée dans les terres rudes. Ils avançaient avec une détermination implacable. Leur retour avait la force d'un destin accompli. Ce qui avait été dispersé se rassemblait. Leur bannière blanche annonçait l'aube, face au rouge des Taïras déjà crépusculaires. Les batailles navales marquèrent profondément ce conflit. Sur les flots, les navires des deux clans s'entrechoquaient, portant guerriers, femmes et enfants impériaux et symboles sacrés. Le Japon tout entier semblait suspendu à l'issue de ces affrontements. Les vagues elles-mêmes devenaient juges, engloutissant armures et rêves. La fin fut tragique et éclatante. Acculés, les Taïras virent leur lignée s'effondrer dans la mer. Nobles et guerriers, refusant la capture, se jetèrent dans les flots. L'empereur enfant disparut dans les vagues, emportant une part de l'innocence du pays. La mer devint tombeau et champ funèbre. Dans ce naufrage, le faste des Taïras s'éteignit pour toujours, englouti par l'eau et par l'histoire. Le triomphe des Minamoto était éclatant, mais portait la gravité d'un destin lourd. Leur victoire marquait le basculement d'un monde. L'autorité aristocratique, concentrée dans les palais raffinés de Kyoto, cédait la place à une puissance forgée dans les provinces, nourrie de discipline et de fidélité guerrière. Quand le silence retomba sur champs de bataille et flots, le pays savait qu'il ne serait plus jamais le même. De l'exil à la victoire, les Minamoto avaient montré que la patience pouvait vaincre la puissance, que la persévérance pouvait triompher du faste. Dans le murmure des vagues résonnait encore l'écho des Taïras engloutis. Rappel éternel que même les plus grandes gloires sont éphémères. La guerre de Genpei, par son intensité et sa beauté tragique, demeure une leçon. Tout pouvoir est fragile, toute victoire porte le poids de la perte, et le destin des hommes, comme celui des clans, se joue entre les flammes de la guerre et le silence des vagues. Lorsque les flots refermèrent leur étreinte sur les derniers Taïras, le Japon entra dans une ère nouvelle. La guerre de Genpei n'était pas seulement une victoire militaire, elle scellait la fin d'un monde et l'avènement d'un autre. Dans le silence qui suivit le fracas des armes, la bannière blanche des Minamoto devint le symbole d'un pouvoir appelé à durer. La chute des Taïras fut brutale. Leur faste, leurs alliances, leur proximité avec le trône impérial s'était effondrée en quelques années, consumée par l'exil et la défaite. Leurs palais étaient vides, leurs enfants dispersés ou engloutis. Leur nom resta lié à une tragédie que les poètes chantaient comme une plainte. Le clan qui incarnait la gloire de Kyoto devint le souvenir d'une lumière trop vive, condamnée à s'éteindre. Les Minamoto, eux, transformèrent leur victoire en fondation. Leur triomphe ne reposait pas seulement sur leur endurance, mais sur une vision. Le pouvoir ne pouvait plus se limiter au raffinement de la cour. Il devait s'ancrer dans la force des provinces, la fidélité des samouraïs, la rigueur des codes de loyauté. De cette intuition naquit une forme de gouvernement appelée à marquer des siècles, le shogunat. Jusqu'alors, l'empereur demeurait la source sacrée de l'autorité.
Sa lignée, considérée comme divine, ne pouvait être contestée. Mais son pouvoir, affaibli depuis longtemps, restait prisonnier des intrigues et de la fragilité des palais. Les Minamoto ne cherchèrent pas à briser cette figure sacrée. Ils la laissèrent intacte, assise sur son trône auréolé de rituels, et inventèrent quelque chose de plus subtil. Prendre pour eux l'exercice réel du pouvoir, armée, terre, décision, ainsi naquit le rôle de shogun, général suprême, dépositaire de la force militaire au nom de l'empereur. Ce basculement ménageait la continuité symbolique tout en installant une autorité nouvelle, fondée non sur le parfum des poèmes, mais sur le bruit des sabots et l'éclat des lames. Le Japon devenait un pays où la figure impériale brillait comme un astre lointain, mais où le pouvoir concret s'exerçait dans les mains des guerriers. En consolidant ce système, les Minamoto offrirent aux samouraïs un horizon durable. Longtemps considérés comme auxiliaires des nobles, ils devenaient la colonne vertébrale du pays. Leurs valeurs, courage, loyauté, discipline, se transformèrent en principes de gouvernement. La guerre avait forgé leur force, mais la paix qui suivit leur donna une mission plus vaste: organiser, protéger, régner. Pourtant, cette victoire portait aussi une mélancolie, car chaque triomphe garde le souvenir de ce qui a été perdu. Les chants relatant la chute des Taira rappelaient sans cesse que la gloire est éphémère, que les vagues engloutissent même les noms les plus éclatants. Les Minamoto eux-mêmes connaissaient cette vérité. Leur ascension portait déjà la fragilité des destins humains. Mais malgré cette conscience, ils avançaient, convaincus d'avoir ouvert une ère nouvelle. La création du shogunat ne fut pas seulement une réforme politique, mais un déplacement profond. Le centre du pouvoir s'éloignait des poètes et des courtisans pour se rapprocher des guerriers et des provinces. Le raffinement ne disparaissait pas, mais devenait une parure, non plus l'essence. Le cœur du pays battait désormais au rythme des sabres, des chevaux et des serments. Ainsi, dans l'aube qui suivit la guerre, le Japon découvrit une organisation où l'empereur brillait comme une étoile immobile, tandis que les Minamoto tenaient les rênes du présent. Ce double visage, fait de tradition et de nouveauté, allait marquer des siècles d'histoire. Et quand le vent passait sur les champs encore jonchés de vestiges, il semblait porter un murmure. Celui des Taira engloutis. Rappelle que toute puissance est mortelle. Mais aussi la promesse des Minamoto. Celle d'un ordre nouveau, né du fer et de la fidélité. Dans ce souffle, mêlé de deuil et de naissance, le Japon entrait dans le temps des shoguns. Après la guerre de Genpei, le Japon ne retrouva pas seulement la paix. Il se découvrit métamorphosé. Le pouvoir impérial demeurait à Kyoto, auréolé de sacralité, mais son éclat n'était plus qu'une lumière lointaine. Le véritable centre de gravité s'était déplacé vers Kamakura, où les Minamoto installèrent leur autorité. Loin des fastes de la cour, cette ville incarnait sobriété et rigueur, l'image d'un gouvernement forgé par l'acier plus que par la poésie. Ce basculement, discret en apparence, transforma le pays. L'épée ne protégeait plus seulement un domaine ou ne réglait plus des querelles locales. Elle devenait la clé de l'organisation nationale. Le Japon n'était plus gouverné par l'élégance des nobles et les rites des poètes, mais par les guerriers, leurs serments, leurs armes et leur discipline. Dans les campagnes, le changement fut immédiat. Le paysan ne cherchait plus protection à la capitale. Son sort dépendait du seigneur local, vassal d'un plus grand, tous liés jusqu'au shogun. Sécurité, récolte, survie, tout passait par les guerriers. En retour, ils exigeaient impôts, loyauté, parfois la vie. Le sabre, visible ou non, pesait sur chaque geste quotidien. Cette société hiérarchisée, tissée de fidélité, semblait implacable, mais offrait aussi stabilité et clarté.
L'incertitude des provinces d'autrefois cédait la place à une structure solide, reposant sur la menace permanente de la guerre. Ici, le droit n'était pas une abstraction inscrite sur des rouleaux de soie, mais la force incarnée par des hommes prêts à se battre. Les guerriers, longtemps relégués aux marges, trouvaient enfin reconnaissance. Ils n'étaient plus auxiliaires de l'aristocratie, mais acteurs centraux. Leur mode de vie, austère, discipliné, loyal, devenait un modèle qui imprégnait toute la société. Le raffinement de Kyoto n'avait pas disparu. Poésie, calligraphie, jardin demeuraient des trésors vivants. Mais ils n'étaient plus l'essence du pouvoir, seulement une parure autour d'un noyau dur. Le cœur du pays battait désormais dans l'art de la guerre, l'organisation militaire et l'éthique des samouraïs. Le Japon s'était forgé une nouvelle armature, rude, mais adaptée à son époque. Ce nouvel équilibre portait un paradoxe. L'épée, instrument de mort, devenait aussi source d'ordre. Par sa menace, elle empêchait pillage et désordre, par sa présence, elle garantissait les récoltes. Ce qui détruisait sur les champs de bataille assurait désormais la paix dans les villages. Paix fragile, suspendue à la pointe d'une lame, mais précieuse pour les campagnes. Le visage du Japon changeait. Ses capitales n'étaient plus seulement foyers de culture, mais bastions militaires. Ses chefs n'étaient plus des nobles raffinés, mais des seigneurs de guerre entourés de vassaux. Ses lois n'étaient plus des poèmes, mais des ordres portés par des cavaliers. La violence devenait structure, la fidélité devenait loi, et l'honneur valait plus que l'or. Pourtant, ce monde n'était pas uniquement dur. Dans les temples, dans les chants des moines et les récits transmis, une dimension spirituelle accompagnait ce nouvel ordre. Le sabre n'était pas seulement un outil de guerre, il devenait voie de discipline intérieure. L'épée qui tranchait la chair apprenait aussi à trancher peur, doute et orgueil. La société forgée par l'acier cherchait aussi un sens à la guerre et à la vie. Au fil des générations, cet ordre s'enracina. Les clans prospérèrent, les samouraïs affirmèrent leur rôle et l'empereur continuait de briller dans sa distance sacrée. Mais le Japon, dans son quotidien, appartenait aux guerriers. Ce n'était pas seulement un changement politique, c'était une transformation intime qui touchait chaque village, chaque famille, chaque serment. Le pays avait basculé. De l'élégance fragile des nobles à la rigueur des samouraïs, de la poésie des cours à la discipline des armées, une société nouvelle s'était levée. Elle portait dans ses fondations la dureté du fer et la promesse de l'honneur. Et dans le souffle du vent au-dessus des champs et des montagnes, un murmure semblait accompagner ce monde naissant. Désormais, c'est l'épée qui façonne la destinée. Être samouraï ne se réduisait pas à porter une armure, ni à manier une arme. C'était plus qu'une fonction ou un héritage, une manière d'exister forgée dans la rigueur et la fidélité. Chaque geste, chaque pensée se trouvait orientée par une quête intérieure, rester droit dans la tempête sans jamais vaciller. Dès l'enfance, les fils de guerriers apprenaient que leur vie appartenait au service d'un seigneur, d'un clan, d'un nom. Le corps devenait un outil à discipliner, endurance au froid, à la faim, à la douleur. Ces épreuves n'étaient pas des souffrances à éviter, mais des maîtres silencieux qui préparaient l'enfant à affronter la guerre sans céder à la peur. Mais l'esprit comptait autant que le corps. Le samouraï n'était pas seulement un combattant dressé à frapper. Il cherchait à dompter ses émotions, à calmer le tumulte intérieur pour rester clair dans le chaos. La colère, l'orgueil, la panique étaient des faiblesses plus dangereuses que les lames adverses.
La véritable force résidait dans la capacité à garder le regard stable quand tout vacillait. L'honneur devenait alors la boussole. Non pas un honneur fragile, dépendant d'applaudissements, mais un honneur intérieur, tissé de droiture et de loyauté. Mourir au combat ne suffisait pas. Il fallait mourir de la bonne manière, fidèle à son serment. La honte d'une trahison ou d'une lâcheté était plus lourde que la mort. L'existence du samouraï se mesurait moins à sa longévité qu'à la cohérence de ses actes. Cette rigueur n'effaçait pas la sensibilité. Au contraire, le samouraï apprenait à contempler la fragilité des choses, une fleur de cerisier qui tombe, une flamme qui vacille, une aube dissipée dans la brume. Dans cette conscience de l'éphémère, il voyait le reflet de sa propre vie, toujours suspendu à une flèche ou un destin imprévu. Plutôt que de fuir cette vérité, il l'acceptait, en tirait sa force, vivre pleinement chaque instant, comme si chaque souffle pouvait être le dernier. La tempête n'était pas seulement celle des batailles, mais aussi intérieure, faite de doutes et de désirs. Il y faisait face non par la fuite, mais par l'immobilité et le retour à soi. Assis dans un temple, l'épée posée à ses côtés, il méditait sur la vacuité des choses, sur le lien entre vie et mort, sur le silence, plus fort que le fracas. Cette quête spirituelle liait son existence à quelque chose de plus vaste qu'il ne cherchait pas à posséder, mais à servir. Dans ce mélange d'âpreté et de contemplation, prenait forme une identité unique. Le samouraï n'était pas seulement un soldat. Il devenait le reflet d'une philosophie où la force s'alliait à la sagesse, où la mort était l'ultime preuve de loyauté. Au fil des générations, cet esprit se transmit par des codes, des récits, des gestes quotidiens. Mais il resta avant tout une expérience intime, vécue dans le secret de chaque guerrier. L'épée pouvait trancher, l'armure protéger, mais ce qui faisait un samouraï, c'était ce moyau invisible, la capacité à demeurer droit au milieu du chaos, fidèle à soi-même, même lorsque tout s'effondrait. Ainsi, dans le vacarme des batailles, comme dans le silence des jardins, l'esprit samouraï demeurait une méditation vivante. Discipline, endurance, honneur et contemplation formaient les 4 points cardinaux qui guidaient le guerrier sur la route étroite entre vie et mort. Et dans le souffle de cette route, il se tenait, fragile et immobile, mais plus solide que l'acier qu'il portait à son côté. À travers les siècles, l'image du samouraï n'a cessé de traverser le temps comme une silhouette entre l'ombre et la lumière. Sa lame, aujourd'hui silencieuse, continue pourtant de résonner dans l'imaginaire, non comme l'écho d'une violence disparue, mais comme le souffle d'un monde intérieur, où chaque geste portait un sens, chaque choix une résonance. On pourrait croire que le sabre n'était qu'une arme, forgée pour trancher et soumettre. Mais il fut bien davantage. Dans la main du samouraï, il devenait une extension de l'âme, miroir de sa discipline et de sa droiture. L'acier reflétait non seulement le visage de l'adversaire, mais aussi celui qui le maniait. Et dans ce reflet tremblant, chacun pouvait entrevoir la vérité fragile de l'existence. Nous ne sommes que des éclats passagers, appelés à s'éteindre comme les fleurs de cerisier dans le vent. Le samouraï savait cela mieux que quiconque. Sa vie n'était pas une conquête de richesse ou de gloire, mais une marche constante au bord du néant. Chaque bataille pouvait être la dernière, chaque aurore l'ultime. Plutôt d'en être accablé, il choisissait d'en faire une force, car accepter la mort, c'était aussi apprendre à vivre pleinement, à être présent dans le moindre souffle, dans le moindre battement de cœur. Ainsi, dans son armure, il n'était pas seulement un homme prêt à combattre, il était une figure méditative,
ancré dans le présent, relié à une vérité qui le dépassait. Même dans la fureur des batailles, il gardait ce silence intérieur, cette stabilité qui faisait de lui non pas un prédateur, mais un témoin. Témoin de l'impermanence, témoin de la beauté fragile du monde, témoin d'un idéal que rien ne pouvait abattre. Le temps a emporté les clans, les shoguns, les palais et les guerres. Mais il n'a pas effacé cette présence. Dans les jardins où tombent les pétales, dans les temples où brûlent les encens, dans les récits qui traversent les générations, le samouraï continue de veiller. Il est devenu plus qu'une mémoire historique. Il est une silhouette intemporelle, un archétype, une manière d'habiter le monde avec dignité et calme, même au milieu des tempêtes. Car le sabre, au-delà de son éclat tranchant, portait un souffle. Ce souffle est celui de l'éternité, où la force se mêle à la sagesse, où le courage s'unit à la sérénité. Il ne s'agit plus de combat ni de victoire, mais d'une résonance intime que chacun peut percevoir. La rigueur du samouraï n'appartient pas seulement au Japon médiéval, elle parle encore aujourd'hui à quiconque cherche à rester droit face aux incertitudes, à garder l'équilibre dans un monde mouvant. Et peut-être est-ce là le véritable héritage. Le samouraï n'est pas seulement un guerrier figé dans les chroniques. Il est devenu une présence invisible, une invitation à vivre avec intensité et avec justesse, à unir l'acier de la volonté à la douceur de la contemplation, à accepter la finitude tout en cherchant l'éternité dans chaque instant. Dans la lumière du crépuscule, on peut encore imaginer sa silhouette se découpant sur l'horizon, le kabuto reflétant les derniers rayons du soleil, la main posée sur le sabre, non pour menacer, mais pour rappeler que la vie est fragile, que l'honneur est exigeant, que la beauté se trouve souvent dans ce qui passe. Ombre et lumière se rejoignent alors, et dans cet entrelacement, le samouraï demeure. Ainsi s'achève le chemin, non pas par une fin, mais par un passage. Le souffle du sabre ne s'éteint pas, il circule encore, comme un vent discret, dans les montagnes, dans les rivières, dans les cœurs. Il invite à écouter, à se souvenir, à marcher droit. Et dans cet écho sans âge, la silhouette du samouraï continue de se dresser, immobile et éternelle, au seuil de la mémoire et du rêve.